Le 21 mai 2025, un convoi franchit Ouagadougou et tout bascule. Environ 6 milliards de Fitsinit de francs CFA matérialisés en blindés, drones et communications modernes promettent de mieux voir, mieux décider et mieux survivre face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés installant un avant-après assumé. Que change réellement ce seuil pour la vie ordinaire sous Ibrahim Traoré? Un pari d'autonomie entre fierté visible et crainte persistante. Ce récit part d'un fait précis et s'impose une limite claire. Suivre ses effets en chaîne sans extrapoler au-delà des éléments disponibles. Comprendre ce basculement aide à juger effets concrets immédiats locaux. L'enjeu n'est pas de célébrer une livraison, mais d'évaluer ce qu'elle modifie réellement, ici et maintenant, pour la sécurité, la décision et la vie ordinaire. Chaque 3 plans s'entrecroisent et donnent sa densité au moment. D'abord, la sécurité opérationnelle, réduire la vulnérabilité aux embuscades et aux engins explosifs improvisés, raccourcir le délai entre signal et décision, limiter l'effet de surprise. Ensuite, l'autonomie politique, refuser une aide conditionnelle et diversifier les partenariats pose une question de cohérence entre discours et contraintes réelles sous l'œil des partenaires. Enfin, le quotidien, la fierté visible lors du passage du convoi cohabite avec une peur héritée d'années d'insécurité, et cette tension pèse sur les attentes. Un micro-enjeu traverse l'ensemble. Si la capacité augmente, l'exigence de résultat devient plus forte. Sous Ibrahim Traoré, la promesse est simple et risquée, mieux protégée, mieux décidée, mieux durée. La suite mesure si cette promesse tient face aux intérêts croisés. Environ 6 milliards de francs CFA engagés en une seule journée, le 21 mai 2025. Cette concentration visible d'équipements marque une frontière claire entre un avant décrit comme contraint et un après revendiqué comme plus anticipateur. La mini-révélation tient dans ce seuil. Il ne s'agit pas d'un flux dispersé, ni d'une aide étalée dans le temps, mais d'un bloc livré d'un seul mouvement, suffisamment lisible pour imposer une lecture politique et opérationnelle immédiate. Le convoi entrant à Ouagadougou ne fait donc pas qu'acheminer des moyens. Il fabrique un repère temporel et symbolique. À partir de ce jour, la défense est racontée autrement, non plus comme une réaction tardive, mais comme une tentative de reprise d'initiative. Et le contexte éclaire cette mise en scène. Les menaces décrites sont celles d'une guerre asymétrique durable, embuscades sur les axes, engins explosifs improvisés, attaques imprévisibles qui exploitent la surprise et la dispersion. Face à cela, le récit insiste sur une réponse systémique. Les blindés ne sont pas présentés comme une force de choc, mais comme une protection qui réduit l'aléatoire. Les drones ne valent pas par le survol seul, mais par le renseignement en temps réel qu'ils produisent. Les communications modernes ferment la boucle en reliant observation, transmission et décision. La date du 21 mai 2025 fonctionne alors comme un raccourci narratif. Avant, la détection est décrite comme lacunaire, la coordination fragmentée, la posture souvent réactive. Après, l'objectif affiché est de voir plus tôt, de décider plus vite et de limiter l'effet de surprise. Aucun chiffre de performance n'est avancé. Le changement est formulé en termes de délai et de continuité, pas de victoire garantie. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme l'ancrage politique de cette bascule. Son rôle n'est pas décoratif. Il relie l'acte militaire à une volonté d'autodétermination, assumée dans le refus d'une aide conditionnelle et dans la diversification des partenariats. Le convoi devient ainsi un message adressé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le mini-révélateur est donc simple. Ce qui change n'est pas la promesse d'invulnérabilité, mais la prétention à réduire l'imprévu. La question ouverte demeure. Ce seuil suffit-il à transformer durablement la posture ou ne fait-il qu'élever les attentes ? Le récit ne s'appuie pas sur une figure héroïque unique, mais sur un duo fonctionnel qui rend la bascule lisible. D'un côté, le volontaire des volontaires pour la patrie, exposé à la fatigue, à l'incertitude et à la surprise permanente des attaques. De l'autre, l'unité reliée au reste du dispositif, celle qui observe, transmet et coordonne.
Ensemble, ils incarnent ce que l'arrivée des blindés, des drones et des communications modernes est censée transformer, bien au-delà de l'image spectaculaire du convoi. Sur le terrain, le premier effet est immédiat et concret. La survie. Sur des axes où l'embuscade est décrite comme une menace structurelle, un véhicule mieux protégé ne gagne pas la guerre, mais il réduit la part d'aléatoire. La protection contre mines et attaques permet d'avancer, d'évacuer ou de tenir une position plus longtemps, là où la vulnérabilité imposait l'arrêt ou le détour. Ce gain n'est pas présenté comme décisif, mais comme une continuité rendue possible. Vient ensuite la réactivité. La surveillance aérienne et la transmission plus fluide raccourcissent le temps entre un signal faible et une décision opérationnelle. Le texte insiste sur ce point. Voir plutôt n'a de valeur que si l'information circule sans rupture et si l'arbitrage suit. L'effet n'est pas spectaculaire, il est cumulatif et il se mesure dans la réduction des angles morts. Un troisième impact apparaît, moins matériel mais central, le moral. L'équipement agit comme une confiance transférée. Se déplacer avec moins d'incertitude change la posture, sans effacer le risque. Dans cette dynamique, étant associé à la ligne politique portée par Ibrahim Traoré, l'effet précoce se résume en une idée simple. Réduire l'imprévu modifie déjà la donne. Avant le 21 mai 2025, le récit décrit une posture contrainte. Les routes sont perçues comme des espaces de risque permanents, les embuscades et les engins explosifs improvisés imposent leur tempo, et la défense apparaît souvent dictée par la réaction plus que par l'anticipation. Les moyens existent, mais ils sont présentés comme dispersés, peu lisibles et insuffisamment coordonnés pour reprendre l'initiative. Cette phase d'avant est marquée par une vulnérabilité acceptée faute de mieux, et par une attente diffuse de rupture. Le déclenchement intervient avec l'entrée du convoi à Ouagadougou. La scène est volontairement visible. Des blindés, en cas des drones et des systèmes de communication modernes arrivent ensemble, en un seul mouvement, et non comme une succession de livraisons techniques. Cette concentration crée un effet de seuil. Elle transforme un fait logistique en événement politique. Le message est double, renforcer immédiatement la capacité de protection et signifier un choix assumé. Ce n'est pas une aide humanitaire ni une assistance ponctuelle, mais un paquet de moyens inscrit dans une logique de guerre asymétrique. Le point culminant se construit par strates. Les blindés apparaissent d'abord comme une réponse directe aux menaces les plus redoutées, mines, embuscades, axes exposés. Ils n'effacent pas le danger, mais ils réduisent la part de hasard et prolongent la capacité d'action. Les drones ajoutent ensuite une profondeur nouvelle. Leur valeur n'est pas seulement symbolique, elle réside dans la production de renseignements en temps réel et dans la possibilité de détecter plus tôt sur des zones plus larges. Enfin, les communications modernisées ferment la boucle. Elles relient observation et décision et donnent de la cohérence à l'ensemble. Le récit insiste sur cette articulation. Protection, vision, coordination. Autour de ce cœur technique, la dimension politique s'affirme. Le convoi devient un signal adressé à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, il nourrit une fierté visible et l'idée que l'État reprend une part de contrôle. À l'extérieur, il marque un refus explicite d'une aide conditionnelle et la volonté de diversifier les partenariats. C'est dans cette articulation que le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement. Il n'est pas présenté comme un simple témoin, mais comme le point d'ancrage d'un choix stratégique qui lie moyens militaires et autodétermination affichée. Viennent ensuite les répliques. Le récit introduit une tension durable. Renforcer la défense par de nouveaux partenariats pose immédiatement la question des intérêts en jeu. Les partenaires évoqués ont leurs propres agendas et l'absence de conditions affichées ne garantit pas une neutralité à long terme. Des avertissements extérieurs sont mentionnés, ainsi que le risque de réaction plus dure face à un changement de trajectoire. La bascule produit donc un effet paradoxal. Plus la capacité augmente, plus l'exigence de cohérence et de résultat devient forte. Ainsi, l'événement cesse d'être une simple livraison. Il devient un test en 3 dimensions, opérationnelle, politique et symbolique. Le passage du convoi cristallise un avant et un après, sans promettre de victoire.
Il engage une trajectoire sous Ibrahim Traoré où la réduction de l'imprévu doit désormais se prouver dans la durée face aux contraintes et aux regards croisés. Avant le seuil du 21 mai 2025, le récit décrit une capacité fragmentée marquée par des délais longs entre détection et décision. Après cette date, l'ambition affichée est inverse: raccourcir ce délai et réduire l'imprévu. Cette bascule s'appuie sur peu de chiffres, mais sur des repères mesurables qui structurent un raisonnement avant-après. Le premier repère est financier. Environ 6 milliards de francs CFA sont engagés en une seule journée. Avant, les ressources apparaissent morcelées, diluées dans le temps et peu visibles. Après, la concentration de cette somme en un convoi unique crée un effet de masse immédiatement perceptible. Ce montant n'est pas comparé à un budget annuel ni à une moyenne passée. Il fonctionne comme un seuil psychologique et opérationnel. L'explication est simple. Une livraison concentrée modifie la perception de la capacité et de la volonté d'agir sans prétendre mesurer une efficacité finale. Le deuxième repère est temporel. La date du 21 mai 2025 sert de frontière narrative claire. Avant cette date, la posture est décrite comme plus passive, avec une détection souvent tardive et une coordination incomplète. Après, drones, blindés et communication moderne sont intégrés dans une logique de système. La variation ne se lit pas en pourcentage mais en continuité. Le passage d'un état à l'autre repose sur l'idée suivante: fixer un moment précis permet d'installer un avant-après lisible, condition nécessaire pour évaluer des effets ultérieurs sans multiplier les indicateurs. Le troisième repère est fonctionnel. Les drones occupent ici une place centrale. Aucune surface surveillée ni durée de vol n'est chiffrée, mais le texte insiste sur la surveillance de vastes zones et sur la production de renseignements en temps réel. Avant, la détection est présentée comme discontinue, laissant des angles morts. Après, elle est décrite comme plus régulière. Le delta se mesure dans la réduction du temps mort entre signal et décision. Autrement dit, la valeur n'est pas un chiffre brut, mais un raccourcissement de délai, formulé comme un gain cumulatif. À partir de ces 3 points, le raisonnement se stabilise. Et avant, la situation est décrite par une série de contraintes: véhicules vulnérables aux mines, communication fragmentée, mobilité limitée et doctrine réactive. Après, le récit met en avant un couplage de capacités. Les blindés apportent une protection accrue contre mines et embuscades. Les drones étendent la vision et déplacent le centre de gravité vers l'anticipation. Les communications modernisées relient les unités et rendent la chaîne de commandement plus fluide. Le changement n'est pas présenté comme une addition de moyens, mais comme une articulation. 3 effets concrets sont alors dégagés. D'abord, la survie. La protection renforcée réduit l'exposition immédiate aux engins explosifs improvisés, ce qui permet de maintenir des déplacements là où l'arrêt s'imposait. Ensuite, la réactivité. Le renseignement aérien et la transmission plus rapide diminuent le délai entre détection et action. Enfin, la cohérence. La fluidité des communications limite les erreurs et l'effet de surprise sans promettre l'absence de perte. Dans cette lecture quantitative minimale, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît en filigrane. Les chiffres et repères servent moins à démontrer une performance qu'à soutenir un discours de souveraineté assumée. Le choix est clair: privilégier quelques indicateurs lisibles plutôt qu'un empilement de statistiques. La question reste ouverte. Ces repères suffisent-ils à ancrer durablement une posture plus anticipatrice, ou devront-ils être complétés pour résister à l'épreuve du temps? Les partisans de la bascule avancent 2 arguments solides, formulés sans triomphalisme. Le premier est opérationnel. Moderniser rapidement et visiblement la défense réduirait la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés. Les blindés sont décrits comme une protection immédiate sur les axes à risque, les drones comme un multiplicateur de surveillance et les communications comme la condition d'une coordination plus précise. Dans cette lecture, l'effet n'est ni spectaculaire ni décisif, mais cumulatif. Moins d'angles morts, des décisions plus rapides et une capacité accrue à reprendre localement l'initiative. Le second argument est politique. Refuser une aide conditionnelle et diversifier les partenariats
redonnerait une marge de décision plus concrète qu'un discours abstrait. Le convoi devient alors un signal stratégique, il indique que le pays n'attend plus d'être soutenu selon des cadres imposés, mais qu'il choisit ses appuis en fonction de ses priorités immédiates. Sous Ibrahim Traoré, cette posture est présentée comme une cohérence entre discours d'autodétermination et actes visibles. Les critiques, toutefois, peuvent être formulées avec la même rigueur. Un premier point concerne le déplacement de la dépendance. Remplacer des appuis occidentaux par des partenariats russes ou chinois risque de changer de tuteur sans supprimer la contrainte. Le récit reconnaît explicitement que ces partenaires poursuivent leurs propres intérêts et que l'absence de conditions affichées n'équivaut pas à une neutralité durable. Un second point porte sur la réaction extérieure. Une reconfiguration rapide peut provoquer des avertissements, des pressions diplomatiques, voire des sanctions, au moment même où l'État investit massivement dans sa défense. Le gain sécuritaire potentiel pourrait alors s'accompagner d'un coût économique et diplomatique non négligeable. La réponse la plus fidèle au texte n'est pas de trancher, mais de poser une condition. L'autonomie militaire n'est un progrès que si elle s'accompagne d'un contrôle interne plus solide. Le récit insiste sur une idée centrale. La liberté réelle ne vient pas seulement des équipements, mais de la capacité à gérer leur maintenance, la formation, le financement et la décision politique sans se soumettre à une influence extérieure. Autrement dit, la diversification n'a de valeur que si elle reste maîtrisée. Dans cette synthèse, la ligne portée par Ibrahim Traoré apparaît comme une exigence de cohérence plutôt qu'un pari idéologique. Renforcer la défense, oui. Accepter un nouvel enfermement, non. Le débat ne porte donc pas sur l'utilité des blindés ou des drones en soi, mais sur la capacité à les intégrer sans qu'ils dictent la trajectoire. La tension demeure et elle structure la suite du récit. Et à ce moment-là, le regard change. L'enjeu n'est plus seulement l'équipement. À mi-parcours, le récit change d'angle et resserre la focale. Il ne s'agit plus seulement d'évaluer si les blindés protègent beau mieux ou si les drones voient poindre plus loin, mais de comprendre ce que cette montée en capacité déplace réellement dans la structure des choix. La bascule la plus décisive n'est pas technique, elle est organisationnelle. Les équipements comptent parce qu'ils obligent à coordonner, à décider plus vite et à assumer publiquement une ligne sous le regard intérieur et extérieur. Cette révélation reconfigure la lecture précédente. Ici, la question n'est plus « avons-nous davantage de moyens ?», mais « qui tient le cadre quand les moyens arrivent ?» Les communications modernisées ferment la boucle entre information et décision. Elles exposent aussi la chaîne de commandement à un test permanent de cohérence. Voir plus tôt n'a de sens que si l'arbitrage suit, sans délai ni contradiction, et si les priorités sont claires à chaque niveau. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît comme charnière. Elle relie le geste militaire à une stratégie plus large. Réduire la dépendance à l'aide conditionnelle, afficher l'autodétermination et accepter la visibilité internationale qui en découle. Le texte suggère que cette visibilité est à la fois un levier et un prix à payer. La révélation médiane est donc exigeante. Les équipements ouvrent un espace de décision. Ils n'en garantissent en fait pas l'usage. Tout l'enjeu se déplace vers la capacité à tenir l'équilibre entre appui utile et influence potentielle. C'est là que la suite devient décisive. Pour l'État, la bascule se traduit d'abord par une tentative de reprise d'initiative. Les équipements livrés sont présentés comme un levier pour transformer une posture jugée réactive en une posture plus anticipatrice. Les blindés réduisent certains risques immédiats sur les axes exposés, les drones déplacent le centre de gravité vers la surveillance et la détection précoce, et les communications modernisées rendent la chaîne de décision plus cohérente. Sur le plan politique, cet ensemble sert aussi de signal. Sous Ibrahim Traoré, l'État affirme qu'il ne souhaite plus dépendre d'une aide conditionnelle, et qu'il entend assumer des choix visibles, avec les coûts diplomatiques possibles que cela implique. Pour les acteurs économiques, l'effet est indirect mais structurant. Le récit ne détaille pas de secteur précis, mais il esquisse un mécanisme simple. Si la sécurité se stabilise, même partiellement, les flux deviennent plus prévisibles. Moins d'incertitude sur les routes et dans les zones à risque signifie davantage de continuité dans l'activité, donc un environnement plus lisible pour produire et investir. En contrepartie, la reconfiguration géopolitique introduit un risque nouveau. Des critiques ou des pressions extérieures peuvent
compliquer l'accès à certains marchés ou circuits financiers. Le gain potentiel en sécurité s'accompagne donc d'une variable diplomatique que les entreprises doivent intégrer. Pour les citoyens, Equifax, les conséquences se déploient sur deux registres qui coexistent. D'un côté, la protection et le moral. Voir des blindés et des drones est raconté comme une restauration de fierté et l'idée que le pays se tient debout. Cette perception peut réduire une peur diffuse qui pèse sur les déplacements et la vie quotidienne. De l'autre côté, le texte rappelle que la guerre asymétrique ne disparaît pas par décret. La modernisation promet une capacité accrue, mais elle n'efface ni la fatigue accumulée, ni l'attente de résultats tangibles. Plus la force est affichée, plus l'exigence de sécurité durable devient forte. Pour la région et le voisinage, l'événement s'inscrit dans une dynamique plus large. Le récit suggère un possible effet d'entraînement. Un modèle d'autodétermination assumé pourrait être observé, voire imité. Mais il introduit aussi un dilemme. Plus l'influence de nouveaux partenaires grandit, plus l'espace régional devient un terrain de compétition stratégique. L'équilibre dépendra alors de la capacité à coopérer sans importer des rivalités qui dépassent le contexte local. Ainsi, les conséquences ne sont ni uniformes ni automatiques. Elles varient selon les intérêts, les attentes et les horizons. Sous Ibrahim Traoré, la bascule crée un potentiel lisible. Sa traduction concrète dépendra de la manière dont ces quatre groupes verront leurs contraintes réellement évoluer dans le temps. À partir du même point de départ, un convoi visible, des capacités renforcées et une ligne d'autonomie affichée, le récit permet d'envisager trois trajectoires plausibles, sans prétendre prédire. Chacune repose sur une condition différente et éclaire un risque spécifique. Dans un scénario de base, la modernisation produit des gains tactiques partiels. Les blindés réduisent certains risques sur les axes, les drones améliorent la surveillance et les communications rendent la coordination plus régulière. L'environnement reste toutefois instable car l'adversaire s'adapte et les contraintes logistiques persistent. Sur le plan international, les partenariats non occidentaux se consolident de manière pragmatique, tandis que les critiques extérieures demeurent sans basculer en rupture ouverte. Si les capacités sont entretenues et intégrées sans surcharge, alors l'État gagne en réactivité sans modifier profondément l'équilibre général. Dans un scénario favorable, le système décrit commence à fonctionner comme un tout cohérent. Le renseignement en temps réel réduit l'effet de surprise. Les décisions sont plus rapides et certaines zones ressentent une baisse relative de la peur, même sans pacification complète. Le moral progresse parce que protection et coordination donnent un sentiment de maîtrise. Diplomatiquement, les choix sont présentés comme une diversification plutôt qu'une rupture, ce qui limite les réactions hostiles. Si la cohérence interne tient et que l'équilibre des partenariats est préservé, alors la posture gagne en crédibilité sous Ibrahim Traoré. Dans un scénario dégradé, la montée en capacité génère plus de tension que de stabilité. Les partenaires extérieurs, porteurs d'intérêts propres, obtiennent une influence plus lourde et la dépendance se déplace. Des réactions internationales plus dures émergent, avertissements, pressions, voire sanctions, compliquant l'économie et le financement. Sur le terrain, les gains existent, mais sont absorbés par l'adaptation adverse. Si l'appui extérieur commence à dicter le cadre, alors l'autonomie proclamée se fragilise. Une recommandation traverse ces trois trajectoires. Raisonner en conditions plutôt qu'en promesses, les outils ouvrent des options, ils n'en garantissent pas l'issue. Ce sont la cohérence des choix, la discipline d'exécution et la capacité à garder la main sur les décisions qui détermineront la trajectoire réelle dans les mois à venir. Cette séquence ramène la discussion à des effets perceptibles, sans slogan ni abstraction. Pour un premier groupe, celui qui attend avant tout de la sécurité, la question est pragmatique. Les routes deviennent-elles moins dangereuses ? Les déplacements gagnent-ils en prévisibilité ? Le récit suggère que la protection accrue et la coordination peuvent réduire certains risques immédiats, notamment sur les axes exposés. Mais il rappelle aussi une contrainte centrale. L'adversaire s'adapte. Toute amélioration devra donc être tenue dans le temps, entretenue et organisée pour ne pas se dissiper. Un deuxième groupe observe surtout les dépendances. L'enjeu est alors politique et économique. Refuser une aide conditionnelle peut libérer une marge de décision,
Mais un nouveau partenariat peut aussi peser différemment. La question posée est simple et exigeante. Les choix extérieurs renforcent-ils la capacité à décider ou déplacent-ils la contrainte ailleurs? Cette interrogation a des effets concrets sur l'économie, sur les services et sur la stabilité intérieure, car elle conditionne l'accès aux ressources, aux marchés et au financement. Un troisième groupe cherche un sens collectif. La scène du convoi sert ici de miroir. Elle raconte une volonté de se tenir debout, de décider, de ne plus subir. Ce sentiment peut unir et restaurer une confiance érodée par des années d'insécurité. Mais il crée aussi une exigence accrue. Si l'État affiche une nouvelle force, il doit produire des résultats visibles sans enfermer la société dans une logique uniquement militaire ni sacrifier les attentes civiles. Deux pistes d'attention émergent sans recette miracle. D'abord, observer les effets concrets plutôt que les proclamations, en distinguant ce qui change réellement sur le terrain de ce qui relève de la mise en scène. Ensuite, garder une question simple en tête. Les décisions prises aujourd'hui rendent-elles le quotidien plus respirable ou déplacent-elles les tensions à demain? Cette partie n'arbitre pas, elle invite à regarder, comparer et juger sur la durée. Une feuille de route crédible, telle qu'elle se dégage du récit, ne promet pas un résultat. Elle organise un test dans le temps. Elle relie sécurité immédiate, autonomie durable et équilibre des partenariats sans ajouter de faits nouveaux. 4 étapes se dessinent, chacune lisible par des signes concrets. À court terme, stabiliser l'usage des équipements comme un système unique, blindés, drones et communication doivent fonctionner de manière intégrée, du terrain au commandement. Cela implique une clarification des rôles, des procédures partagées et des critères simples de fiabilité. Continuité des liaisons, cohérence des ordres, baisse des ruptures de transmission, le responsable est l'appareil de commandement, l'horizon est immédiat, l'indicateur est la régularité, non l'intensité. Dans le même mouvement, raccourcir la chaîne renseignement-décision. Le texte insiste sur le temps réel. Relier surveillance aérienne, centres de décision locaux et unités au sol doit produire un signal mesurable. Moins de délai entre détection et réaction. Ici, le quand se compte en semaines, la mesure tient dans la constance des délais, pas dans des records ponctuels. À moyen terme, sécuriser la mobilité et la survie. La protection contre mines et embuscades constitue un bénéfice attendu des blindés. Les signes à suivre sont concrets. Capacité à maintenir les déplacements sur des axes à risque, continuité des opérations, confiance opérationnelle accrue des forces et des volontaires. L'évaluation se fait par la tenue dans la durée, en parallèle encadrer les partenariats. Le critère n'est pas l'alignement, mais l'équilibre, accord perçu comme réversible, capacité à refuser des exigences incompatibles avec la souveraineté, limitation des coûts diplomatiques. Sous Ibrahim Traoré, cette discipline conditionne la crédibilité de l'autonomie affichée. La condition finale est claire. Si les outils renforcent la décision sans capturer la politique, l'autonomie progresse. S'ils dictent le cadre, la promesse se vide. La feuille de route n'est pas un slogan, c'est une exigence de cohérence à tenir dans le temps. Le récit revient alors à l'image fondatrice, simple et parlante. Une matinée ordinaire à Ouagadougou, puis un convoi qui traverse la ville et modifie l'atmosphère. Ce ne sont pas seulement les véhicules qui marquent les esprits, mais le contraste entre la routine quotidienne et la décision stratégique qui se joue en arrière-plan. La vie continue, tandis qu'un seuil est franchi. Les blindés deviennent un bouclier, les drones un regard, les communications un lien. Cette triade résume la promesse initiale, réduire l'incertitude sans prétendre l'abolir. Mais au fil des parties, le centre de gravité s'est déplacé. L'enjeu n'est plus seulement la performance technique, mais la liberté de choix dans un environnement de partenariat intéressé et de pression croisée. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré prend toute sa portée symbolique. Il ne fonctionne pas comme un slogan, mais comme l'incarnation d'un pari politique exigeant, affirmer l'autodétermination sans simplement changer de dépendance. Le texte
ne célèbre pas une victoire acquise, il décrit un moment charnière où la trajectoire peut se consolider ou se fragiliser selon la cohérence des décisions. Une phrase s'impose, sobre et sans emphase, l'autonomie se prouve dans la durée. Ce qui comptera désormais ne sera pas l'image du convoi, mais la capacité à tenir l'équilibre jour après jour lorsque l'attention se détournera et que les contraintes redeviendront silencieuses. La scène finale ne cherche pas à conclure définitivement. Elle ouvre un espace de réflexion collective, là où les symboles s'arrêtent et où commence l'évaluation patiente. Ce récit n'appelle ni à l'adhésion automatique ni au rejet réflexe. Si il propose un cadre pour observer, comparer et discuter au moment où la sécurité, l'autonomie et les partenariats deviennent des réalités visibles, presque quotidiennes. L'enjeu dépasse un convoi ou une date précise. Il touche à une question plus large et durable: comment renforcer une défense sans déplacer simplement la contrainte d'un acteur à un autre? Les réponses ne sont pas binaires. Elles se construisent dans le temps à partir d'effets mesurables, de choix assumés et de corrections possibles lorsque les résultats ne suivent pas. Dans cette perspective, chacun peut retenir un critère différent. Les résultats immédiats sur le terrain comptent-ils davantage que l'équilibre diplomatique? La solidité économique doit-elle primer pour tenir dans la durée? Et si d'autres pays du Sahel empruntaient une trajectoire comparable, cela renforcerait-il une autonomie régionale ou déplacerait-il la compétition des puissances vers de nouveaux terrains? La discussion reste ouverte. Elle commence précisément là où les images cessent de parler d'elles-mêmes.